Du coup, on est bien présent avec vous pour ce webinaire. Donc, je suis accompagné de David. On va vous parler de cette nouvelle loi sur les congés payés en cas d'arrêt maladie, qui est quand même le sujet brûlant du moment. On va essayer d'apporter un petit peu notre pierre à l'édifice en tant que justement éditeur de logiciels. Donc, vous donner un petit peu notre point de vue. Et on va essayer notamment, bon, déjà de refaire un point sur la loi, de donner des exemples assez concret, et puis avec ce que nous, on peut pratiquer au sein de notre entreprise, et puis quelques préconisations pour vous en tant que spécialiste RH ou tout simplement membre de délégation syndicale, etc. Donc, c'est vraiment l'idée d'essayer d'être plutôt pratico-pratique avec un petit mode opératoire à appliquer dans, en tout cas, la mise en application de cette nouvelle loi. Du coup, je m'appelle Robinson Borges, je suis chef de produit sur la partie GTA planification chez Kelio et je suis accompagné aujourd'hui de David. Oui, David Verhagen, donc chef de produit pour le logiciel 123Pay, qui fait partie donc de la suite logicielle de Kelio en ce qui concerne la paye. Voilà. Et donc, comme David vient de le dire, nous travaillons pour la société Kelio, qui est un éditeur de référence sur le marché donc, de la gestion des RH, hein, vraiment du SIRH dans son ensemble, avec de la paye, du contrôle d'accès, de la sécurité. Donc, on essaye de brosser le panel le plus large possible de fonctionnalités que vous pouvez retrouver tout simplement au sein de vos différentes sociétés au niveau de vos entreprises pour avoir un logiciel qui permet d'avoir un spectre de fonctionnalités différentes. Euh, Au niveau, donc Kelio, c'est un éditeur de référence, un premier acteur sur la gestion des temps en France, plusieurs certifications et notamment classé 35e éditeur français, du coup, par rapport au palmarès Truffle. Juste pour vous resituer un petit peu ce que Kelio fait. Et donc, comme je vous disais, on essaye au sein de Kelio, 1, 2, 3 Pay notamment aussi, TalentView, qui est également un produit Kelio, on essaye de vraiment de gérer le collaborateur sur l'ensemble de son cycle de vie dans l'entreprise, donc du recrutement avec un produit qui s'appelle TalentView, jusqu'à du coup cette sécurisation de recrutement, l'intégration dans les logiciels de gestion des temps, gestion des activités, de la planification, gestion RH aussi du collaborateur avec la gestion des talents, jusqu'à tout simplement sa fiche de paye mensuelle, comme on travaille quand même tous, en tout cas un petit peu pour la fin du mois et pour ce petit salaire qui arrive. Et également, on va s'occuper, donc c'est une autre facette de notre spécificité Kelio, on s'occupe également de la sécurisation de l'environnement dans lequel vos collaborateurs vont évoluer, tout simplement pour essayer de répondre à des besoins de sécurité dans le cadre du travail justement de vos collaborateurs. Voilà un petit peu le spectre de fonctionnalités avec lequel voilà, Kelio peut en tout cas vous donner certains avantages. On revient par rapport à ce webinaire du coup, suite à la petite présentation Kelio, avec David justement qui va nous exposer un petit peu le contexte dans lequel ce webinaire est fait, comme de nombreux webinaires qui ont été faits auparavant, avec cette nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 24 avril. Oui, tout à fait. Merci Robinson. Donc effectivement, le contexte, il est de longue date, hein. C'est une affaire qui remonte à loin et on va vous resituer le contexte de manière très générale quand même, mais vous donner les grandes lignes. Alors en fait, ça remonte à 2003, donc plus de 20 ans. En fait, il y a 20 ans, il y a eu une directive qui est parue prévoyant que les États membres devaient accorder au moins à tout travailleur un congé annuel payé d'au moins 4 semaines. Donc comme c'est du droit européen, le but c'était d'harmoniser le nombre de jours de congé auxquels devaient avoir droit tous salariés européens. En fait. Cette directive en fait, a connu en fait, une interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne qui était peut-être un peu imprévue, en tout cas qui n'avait pas été prévue, je pense, par le gouvernement français qui avait signé, qui avait donné son accord pour cette directive. C'est qu'au cours de ce jugement de la Cour de justice de l'Union européenne, on a été sanctionné, l'État français, pour non-conformité du droit national à la directive de 2003. Pourquoi? Parce que on avait une réglementation qui faisait que, en cas de maladie, les salariés perdaient des droits à congé et de ce fait, pouvaient avoir moins de 4 semaines de congé. Et donc, à ce titre, le droit français n'était pas conforme à cette fameuse directive qui avait été adoptée en 2003. Bon, face à cette interprétation extensive, on va dire, de cette directive par la Cour de justice de l'Union européenne, il y a eu un temps de réticence, on va dire, par rapport aux différents gouvernements français. Il y a eu un temps d'inaction jusqu'à 2023, hein, dans les grandes lignes, encore une fois, jusqu'à 2023, où on a eu
Trois jurisprudences qui sont survenues le 13 septembre 2023 de la Cour de cassation et qui, la Cour de cassation a pris officiellement position en indiquant que les droits, que quand le salarié était en arrêt maladie, il devait continuer à acquérir des congés. Et donc, en ce faisant, la Cour de cassation a mis le gouvernement dans une position, le sommant en quelque sorte d'agir pour clarifier de quelle manière il fallait mettre en place ça en droit français. Sinon, ça allait avoir une application très étendue. Ça pouvait même s'étendre au congé conventionnel, etc. Donc le gouvernement a réagi suite à ces jurisprudences de la Cour de cassation par une loi qui est parue assez rapidement, la loi du 22 avril 2024, qui prévoit de nouvelles règles à la fois en matière d'acquisition de CP pendant un arrêt maladie ou AT-MP, et puis on verra aussi les règles de report. Et c'est donc cette loi qu'on va essayer de vous expliquer dans les détails avec Robinson. Donc, par rapport au sommaire de la construction un petit peu de cette présentation, donc on va faire un rappel sur en tout cas les quatre principes généraux de cette nouvelle loi qui intègre la loi DADU, qui est une loi pour adaptation au droit européen. Voilà, un petit fourre-tout en fait pour s'adapter au droit européen. Donc, on parlera de l'acquisition de congés, de l'information, de l'obligation de l'employeur d'informer le collaborateur lorsqu'il y a reprise du travail et encore dans certains cas. On verra également le délai de report qui est, on va dire, assez théoriquement à 15 mois, mais finalement, le début de ces 15 mois commence différemment en fonction de différents cas de figure. Et puis derrière, une petite partie sur la rétroactivité, la forclusion, et on fera une conclusion avec nous, ce qu'on peut vous préconiser, notamment dans les deux cas principaux, d'un salarié toujours en poste au sein de l'entreprise et d'un salarié parti. Il y a des choses qui peuvent se recouper, mais voilà, essayer de vous donner un petit peu nos préconisations et puis des pratiques d'usage, nous en tout cas, qu'on peut vous conseiller en tant qu'éditeur. Pour l'acquisition de congés, c'est parti. Alors, on va donc commencer par le premier sujet qui est effectivement l'acquisition de congés, en commençant bien sûr par la synthèse des nouvelles règles légales applicables. Vous voyez ici un tableau qui s'affiche un peu récapitulatif de la situation avec dans la première colonne en fait la nature de l'arrêt. On a deux situations en fait, soit la situation d'accident d'un arrêt consécutif, un accident de travail ou une maladie professionnelle, ou bien la maladie. Si on prend tout d'abord le cas de l'accident de travail et de la maladie professionnelle, avant la loi, le salarié continuait à acquérir des congés payés pendant la durée de son arrêt d'accident de travail ou de maladie professionnelle, dans les conditions comme s'il travaillait, c'est-à-dire 2,5 jours ouvrables par mois, mais c'était limité à une durée maximale d'1 an, rechute comprise. Donc ça, après la loi, ça ne change pas. On est toujours sur cette durée-là pour une durée inférieure à 1 an. Ce qui change, c'est que maintenant, la loi prévoit qu'il n'y a plus de limite. En fait, la limite de 1 an saute et donc, quelle que soit la durée de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, eh bien maintenant, le salarié continue à acquérir 2,5 jours ouvrables par mois, donc dans les mêmes conditions qu'un salarié qui travaillerait. Ça, c'était la première évolution en matière d'accident de travail. La deuxième évolution à portée encore plus importante, puisqu'elle va concerner la maladie, donc encore plus de salariés concernés et avec un avantage encore plus conséquent, puisque jusqu'ici, sur le plan strictement légal, un salarié qui était en arrêt maladie n'arrivait plus à acquérir n'avait pas de droit à congé payé en fait. Donc, s'il était absent 6 mois, il perdait la moitié de ses droits à congé payés. S'il était absent toute l'année, il perdait la totalité de ses droits à congé. Donc, la loi en fait est intervenue et a fixé en fait maintenant un principe d'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie à hauteur de 2 jours ouvrables par mois. Alors, pourquoi 2 jours ouvrables par mois? Parce que si on fait 12 mois d'acquisition à raison de 2 jours ouvrables par mois, ça nous donne 24 jours ouvrables. 24 jours ouvrables, en fait, ça correspond à 4 semaines de congé. Donc, le législateur s'est conformé en fait à la réglementation européenne dans la limite des 4 semaines qu'on avait évoquées, qui ont été définies par la directive. Il n'est pas allé jusqu'à 5 semaines de congé. Donc voilà, là-dessus, donc on a donc un plafond annuel de 24 jours qui n'inclut pas donc la 5e semaine.
Voilà pour le principe. Donc c'est assez simple à comprendre de ce point de vue. Il y a toutefois besoin peut-être de certaines précisions qu'on va vous donner maintenant concernant l'acquisition de ces congés. Première question qui peut se poser, c'est est-ce qu'une durée minimale de travail préalable à l'arrêt est requise? Alors là, non, effectivement, la loi ne fait pas de distinction dans ce domaine-là. Si vous démarrez un poste et puis que 3 jours plus tard, vous tombez malade, et vous tombez malade pour une durée de 1 an, bien vous allez acquérir des droits à congé à raison de 2 jours ouvrables par mois. Deuxième question qui pouvait se poser, est-ce que c'est conditionné, ce droit-là, à l'indemnisation de l'arrêt par la sécurité sociale ou le maintien de salaire par l'employeur? Pas du tout. Il n'y a pas de condition de ce point de vue-là. Il suffit que donc en particulier s'il y a une carence de la sécurité sociale pour les 3 premiers jours, on acquiert des droits à ce titre. Troisième question, que se passe-t-il pour les arrêts de travail d'une durée inférieure à 1 mois, puisque la loi dit 2 jours ouvrables par mois? Il n'y a rien de précisé dans la loi à ce sujet. Les premières interprétations qui prévalent, c'est de dire qu'il faut faire un prorata de droits pour la durée inférieure à 1 mois et calculer les droits donc au prorata. Si j'étais absent 1 semaine, je vais calculer 1 semaine par rapport à 1 mois et multiplier ça par 2 pour déterminer le nombre de jours acquis. Dernier point, l'accident de trajet est-il assimilé à un arrêt maladie pour cette nouvelle loi? Bon, on sait que l'accident de trajet, il est assimilé en tant qu'accident de travail pour tout ce qui est protection sociale, notamment au niveau de l'indemnisation. Par contre, donc dans ce domaine-là, il y a une jurisprudence qui est intervenue et qui, effectivement, au regard de l'acquisition des congés, l'accident de trajet a été assimilé à un accident de travail. Donc, on peut considérer qu'effectivement, l'accident de trajet est à rattacher à la catégorie accident de travail maladie professionnelle pour l'acquisition des congés, donc acquisition à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois. Ça, c'était donc les nouvelles règles légales. On va juste prendre 2 exemples pour la mise en application. On vous a mis un exemple avec le cas d'un salarié qui est en arrêt maladie pour une durée de 4 mois au cours de la période de référence, donc pas toute l'année. Donc, il faut décomposer en fait l'acquisition au titre des périodes travaillées. Donc, s'il a été absent 4 mois, c'est qu'il a travaillé 8 mois. Donc, 8 mois fois 2,5 jours, ça fait 20 jours acquis. Et puis, il y a l'acquisition maintenant au titre de l'arrêt maladie. On a 4 mois, cette fois-ci à raison de 2 jours par mois, ça fait 8 jours. On additionne le total de ces jours, ce qui nous fait au total, pour la période, 28 jours acquis. Donc ça, là, c'est le cas où il y a combinaison de période travaillée et non travaillée. Maintenant, prenons l'hypothèse d'un salarié absent toute l'année. Là, l'acquisition au titre de l'arrêt maladie va être de 12 mois d'absence à raison de 2 jours acquis. Ça fait 24 jours au total. Donc, on est bien à 4 semaines de congés payés. Et le total acquis sera sur la période de 24 jours. C'est le plafond autorisé par la loi. On ne peut pas dépasser cette limite en application strictement des dispositions légales. On va maintenant parler d'une autre règle qui existe déjà en droit français et qu'il convient de prendre en compte dans le décompte des droits acquis en cas notamment d'absence. Et donc, comme la maladie fait partie aussi des absences, eh bien, il faut en quelque sorte combiner la nouvelle règle d'acquisition en cas de maladie avec cette règle d'équivalence. On va vous rappeler brièvement la règle. Le Code du travail prévoit que 1 mois de travail effectif, en fait, qui est le minimum, enfin qui est le mois pour obtenir 2,5 jours, sera équivalent à 4 semaines ou 24 jours de travail pour acquérir un 2,5 jours de congé. Donc, 4 semaines, c'est pas tout à fait 1 mois, puisqu'un mois, c'est en moyenne 4,33 semaines. Eh bien, il y a une sorte d'arrondi qui a été fait par le législateur et qui fait que, en fait, il suffit pour un salarié d'avoir accompli 12 périodes de 4 semaines, donc 12 fois 4, 48 semaines au total, pour avoir la totalité de ses droits. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir fait 52 semaines de travail pour avoir la totalité de ses droits. Ce qui veut dire, à contrario, que jusqu'à 4 semaines d'absence,
eh bien, ça n'a pas d'impact sur les droits à congé et le salarié acquiert la totalité de ses droits. Alors que ce qu'il s'agisse, Ça répond justement à une question du chat, en effet, pour un arrêt inférieur à un mois. Justement, c'est cette règle d'équivalence qui vient se superposer finalement à ce cadre légal dont David vous a parlé. Et du coup, finalement, un arrêt de moins de 4 semaines n'a aucun impact sur l'acquisition de congés, tout simplement parce que le collaborateur aura malgré tout travaillé 48 semaines sur son année, et donc il est éligible à une acquisition complète de CP. En effet. Et puis il y avait une autre question concernant les CP en jours ouvrés rapidement. Donc oui, c'est 2 jours ouvrables et on considère, alors la loi parle de jours ouvrables, mais on peut considérer, si jamais il y a du coup une acquisition de CP en jours ouvrés, qu'on est à 1,667 c'est ça, jours en ouvré. On fait on fait la 80%. conversion. Voilà. Et on fait la conversion. Ça peut très bien se gérer en jours ouvrés également, même si la loi ne parle que de jours ouvrables. Voilà. Et donc, en effet, on doit faire la comparaison. Il y a bien une question aussi sur la comparaison lors de l'acquisition entre justement cette acquisition légale et cette règle d'équivalence. Il faut bien évidemment pouvoir jongler entre les deux afin de permettre aux collaborateurs finalement d'avoir soit la règle d'équivalence qui s'applique, soit c'est le légal qui s'applique dans le cas d'arrêt finalement plus long que 4 semaines. Voilà. Excuse-moi David. Voilà, non, je t'en prie, c'était très utile. Pour revenir avec, on vous a préparé donc un petit tableau qui vous indique la combinaison de cette fameuse règle des équivalences avec le nouveau principe d'acquisition en cas d'arrêt maladie. Donc, vous voyez dans la première colonne de ce tableau, quand il y a 48 semaines travaillées, bon, on n'a pas besoin d'avoir recours à l'acquisition d'arrêt maladie puisqu'on a acquis 12 mois à 2,5 jours, ça fait 30 jours, donc il n'y a pas d'impact. Euh, c'est à partir au-delà de ces 4 semaines d'absence. Donc, par exemple, si on prend 44 semaines, vous avez l'autre exemple, donc dans la deuxième colonne, on a 2,5 jours fois 11 mois travaillés, donc 11 périodes de 4 semaines, plus un mois d'absence au titre de la maladie, par exemple, on va avoir donc 2 jours, ça fera 29,5. Et vous savez qu'il y a une troisième règle à prendre en compte en matière d'acquisition de congés, c'est que quand on arrive à un chiffre pas Décimal. rond, il faut l'arrondir à l'entier supérieur et donc on a un arrondi à 30 jours. Donc voilà, vous avez la suite avec tout le tableau qui vous donne l'impact mois, enfin en fonction du nombre de, de, de périodes de 4 semaines, qui vous donne l'impact sur les congés. Et on voit que avec 4 semaines, par exemple, seulement travaillées dans l'année, on peut arriver avec la nouvelle loi, avec la combinaison de la règle des équivalences et la nouvelle loi sur l'acquisition de CP à 25 jours de congés en fait. On passe ensuite maintenant à d'autres règles qui peuvent interférer avec ce principe d'acquisition légale des congés en cas de maladie. C'est l'existence de dispositions conventionnelles, alors, conventionnelles soit résultant de la convention collective, soit d'accords collectifs dans l'entreprise. En règle générale, c'est plutôt les conventions collectives qui prévoient ce type de dispositions. Et donc, dans quelle mesure ça peut interférer? Eh bien, il faut savoir donc que effectivement, certaines conventions collectives prévoient que les salariés vont continuer à acquérir 2,5 jours de congés payés par mois d'absence maladie, et ce pendant une certaine durée qui va être définie par cette convention. On a des exemples de conventions qui prévoient, par exemple, un maintien tant que l'arrêt fait l'objet d'un maintien de salaire par l'employeur, ou bien ça peut être des droits aussi en fonction de l'ancienneté du salarié. Bref, on peut avoir donc des dispositions conventionnelles qui s'avèrent plus favorables que les nouveaux principes issus de la loi. Alors, dès lors, quand on a deux types de dispositions, les dispositions légales et conventionnelles, comment procède-t-on? Bien, on fait application des règles générales du droit du travail, c'est-à-dire qu'il faut appliquer la disposition la plus favorable aux salariés entre les règles conventionnelles et les règles légales. Et l'application va donc se faire au cas par cas en fonction des droits du salarié et de la durée de l'arrêt pour vraiment apprécier ses droits. Euh, pour vous éclaircir un peu sur la méthode de comparaison, on vous a indiqué sur le support en fait un type d'exemple avec l'application des dispositions conventionnelles. Cette application des dispositions conventionnelles
Donc, on a pris l'hypothèse en fait d'un salarié en arrêt maladie pour une durée de 5 mois, avec une convention collective qui prévoit le maintien intégral des droits à congés payés pendant seulement 3 mois. Donc, que fait-on? On regarde d'abord ce que donne le calcul avec les dispositions conventionnelles sur la période de référence. Donc, sur 12 mois, en fait, que va-t-il se passer? On prend tout d'abord les 3 mois il y a 3 mois sur les 5 mois d'absence où le salarié, selon la convention collective, bénéficie du maintien intégral des droits. Donc, ça nous fait 3 fois 2,5 et il nous reste ensuite 7 mois travaillés. Donc, 7 fois 2,5, on arrive à un total de 25 jours acquis selon les dispositions conventionnelles. On va maintenant, qu'on a fait le calcul conventionnel, faire le calcul légal. Le calcul légal, là, ça va être chaque mois d'absence maladie donne droit à 2 jours, donc 5 mois d'absence fois 2, plus 7 mois travaillés fois 2,5. On va arriver à un total de 27,5, arrondi à 28 jours. Que voit-on à l'issue de cette comparaison sur l'ensemble de la période de référence? Eh bien, on voit que les dispositions légales sont plus favorables sur l'ensemble de la période de référence. Alors, la question de la comparaison, c'est quel est effectivement le cadre de comparaison, cadre temporel? Est-ce que on verra que ça peut dépendre des dispositions conventionnelles. Il peut s'agir soit effectivement de la période légale d'acquisition des congés pour apprécier les droits, ou bien ça peut être parfois une appréciation en fonction même de la durée de l'arrêt, donc parfois au-delà de la période légale. Voilà, donc pas simple, hein, puisqu'il faut effectivement prendre en compte la règle des équivalences, prendre en compte les dispositions conventionnelles pour gérer l'ensemble des règles d'acquisition de congés. Donc, en effet, pour vous donner un petit peu une visu de nous des clients qu'on peut avoir et comment ils mettent en place ces différentes règles, hein. Généralement, vous avez vu que c'est finalement une combinaison de 3 règles un peu différentes, c'est-à-dire le légal, la règle d'équivalence et puis pourquoi pas les dispositions conventionnelles quand il y en a. Ça commence à faire beaucoup. C'est pas forcément compliqué de mettre en place des comparaisons comme ça, mais ça devient très compliqué d'expliquer au collaborateur lorsqu'il a une question. Pourquoi dans ce cas de figure-là, j'ai eu 2, j'ai eu 2,83, j'ai eu 2,5, etc. En fait, c'est plutôt dans l'explication, on voit qu'il y a énormément de difficultés à transmettre l'information au collaborateur. Généralement, ce qui se passe, très honnêtement, les clients, ils mettent en place une règle en se disant, allez, on va mettre en place une règle. Alors là, effectivement, la loi vient indiquer qu'il faut quand même faire des comparaisons, mais dans les faits, on va parler dans les faits, il y a généralement une règle qui est mise en place et c'est sur celle-ci sur lequel le collaborateur, en tout cas l'utilisateur, va venir se baser pour son acquisition de congé. Il y a bien évidemment, dans l'idéal, ce serait de mettre en place les 3, le légal versus l'équivalence versus les dispositions conventionnelles. Après, il y a un petit peu le côté pratico-pratique où généralement, des fois, c'est tellement compliqué de mettre en place les 3 ou les différentes règles en parallèle qu'il y en a une qui est mise en place. Même si elle avantage le salarié, c'est souvent plus simple pour l'employeur d'avoir une seule règle explicable. Voilà, un peu juste pour faire un parallèle avec cette complexité liée juste à l'acquisition et on n'est pas encore rentré dans le report. Effectivement, oui, il faut bien gérer ce compromis entre la capacité pour les salariés de comprendre la réglementation et puis l'application des règles légales, voilà, qui peut conduire dans certains cas à finalement attribuer plus de droits, mais si c'est le prix à payer pour que ce soit plus compréhensible pour les salariés, c'est au choix de l'entreprise d'apprécier dès lors qu'elle prévoit en fait une disposition plus favorable que les dispositions légales. Ouais, ça répond à plusieurs questions, notamment sur comment faire avec une comparaison avec le conventionnel. Si le conventionnel est plus favorable, c'est le conventionnel qui s'appliquera. Si vraiment on suit la loi stricto sensus, le conventionnel s'applique. Si c'est pas le conventionnel, ce sera le cadre légal qui viendra s'appliquer. Alors, on enchaîne maintenant avec la notion d'information de l'employeur et je laisse la parole donc à Robinson pour cette partie. En effet, du coup, il y a un second principe dans la loi qui est l'information de l'employeur à donner au collaborateur lors de sa reprise du travail. Donc, je vous ai mis l'article un petit peu avec les termes législatifs que tout le monde comprend forcément. En tout cas, dans les grandes lignes, c'est à partir du moment où le collaborateur revient d'un arrêt maladie, l'employeur a l'obligation, dans un délai d'1 mois, de lui fournir le nombre de jours de congé dont il dispose encore et jusqu'à quelle date il va pouvoir, justement, le collaborateur poser ses congés. Il faut que cette information, elle ait une date, qu'elle soit datée, et du coup que cette date-là fasse foi par rapport à l'information donnée par l'employeur.
Et notamment, on nous précise, ça c'est un petit cadeau pour les gestionnaires de paye, que cette information peut être transmise par le bulletin de paye. Cadeau, Oui, c'est gratuit et oui, c'est un petit peu embêtant des fois. ce qui est pas, oui, sans poser problème, parce qu'effectivement, Voilà. même les logiciels RH en fait ont des difficultés pour déterminer les dates de report. Mm. Donc il faudra déjà, on va exposer les règles de tout à l'heure de report, mais c'est extrêmement complexe pour l'instant à déterminer. C'est vraiment au cas par cas. Donc effectivement, gérer ça via une information sur le bulletin de paye, c'est plutôt périlleux pour l'instant. Voilà. C'est pas que des cadeaux au niveau de l'article, de ce gros article 7 de cette loi d'ADU. Alors, c'est pas une obligation, hein, comme l'a dit Robinson, que ça passe par le bulletin de paye, hein, puisque la Exactement. loi précise bien, notamment via le bulletin de paye. Donc, Mm. il n'y a pas du tout d'obligation, à compter de l'application de la loi, de le mettre sur les bulletins de paye. Ouais, en effet, ce que dit la loi, c'est donc je dois informer mon collaborateur avec une date. En tout cas, il faut que ce soit daté, que ce soit dans un mail, un courrier daté ou en effet le bulletin de paye, ça peut faire l'affaire. Quand informer le collaborateur de ses droits et de sa date limite pour poser, eh ben, si on suit vraiment la loi, encore une fois, c'est quelque chose de compliqué, j'imagine, à gérer au quotidien. Ce serait de donner l'information à chaque fois que le collaborateur a un arrêt de travail, une reprise du travail suite à un arrêt. On peut s'entendre que ça peut être compliqué à mettre en place, surtout si vous avez de nombreux collaborateurs ou de nombreux collaborateurs tout simplement en arrêt. Nous, ce qu'on préconise un petit peu, c'est vous informer le collaborateur que si justement son arrêt de travail va venir impacter ses congés payés, l'acquisition de congés payés. En sachant, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette fameuse règle d'équivalence, il n'y a finalement qu'à partir de 4 semaines d'absence, un peu absence toute confondue, qu'il peut y avoir réduction. Donc vraiment, il ne faut pas trop, on va dire, se formaliser pour donner l'information à chaque fois au collaborateur, à chaque arrêt, mais plutôt vérifier au cas par cas, est-ce qu'il y a une réduction associée à cet arrêt? Dans ce cas-là, fournir l'information au collaborateur. Parce que ça peut être difficile à suivre, surtout si vous avez de temps en temps des collaborateurs quand même qui sont en arrêt maladie. Il se passe quoi? Ça, c'est quelque chose qu'on a peu vu dans les webinaires, donc on voulait un petit peu vous en parler. Il se passe quoi si moi, en tant qu'employeur, j'oublie? J'oublie d'informer mon collaborateur à sa reprise du travail dans ce délai d'un mois. Alors nous, on en voit une principale conséquence finalement directe, c'est que si jamais le collaborateur est amené en tout cas à partir, qu'il y a une rupture de contrat, à ce moment-là, l'employeur on le verra après, mais n'a plus de jours de congés payés à rendre aux collaborateurs, mais c'est plutôt des indemnités compensatrices de congés. Donc forcément, s'il n'y a pas eu par le collaborateur une pause de séjour qu'il avait pu acquérir durant ses arrêts ou même avant l'arrêt, et bien du coup, c'est des indemnités compensatrices en plus que va devoir payer l'employeur. C'est vraiment une conséquence directe, c'est le porte-monnaie des entreprises lorsqu'il faudra payer des indemnités compensatrices. Dans la théorie, en effet, s'il n'y a pas d'information de la part de l'employeur, eh bien, a priori, on peut avoir un report sans limite de temps. La loi indique que si c'est au-delà de ce délai, ben, les jours sont gardés. Pourquoi pas ad vita aeternam? On va voir après dans la pratique qu'il y a quand même certaines limitations. Et par contre, en cas d'information tardive, ben, le report commencera à ce moment-là. Du coup, il y a un délai, enfin, il y a pareil, un report de ce délai d'information qui entraîne un report du délai. Dans la pratique, en effet, le report, théoriquement, il est sans limite de temps, du coup. Pas d'informations, ça veut dire que je peux les poser quand je veux jusqu'à une période non définie. Attention, on peut quand même limiter cet impact-là parce que l'employeur peut de toute façon déterminer à l'intérieur de la prise de la période de congé payé quand est-ce que le salarié va partir. Il y a quand même la possibilité pour l'employeur d'imposer finalement des périodes de congé à ses employés, donc de limiter l'impact que pourrait avoir ce report, notamment dans des périodes un petit peu de creux d'activité. Pourquoi pas proposer aux collaborateurs, imposer ou proposer intelligemment, de poser ses congés à ce moment-là. Donc voilà, de toute façon, ça peut quand même être, on va dire, en partie limité si jamais j'oublie justement de fournir l'information à mon collaborateur. En sachant que cette information est quand même très importante, notamment pour le report. C'est surtout finalement que dans certains cas de figure, les délais de report de 15 mois, comme on voit souvent passer, sont déterminés par cette date d'information de l'employeur au collaborateur. Le principe général, hein, on revoit le principe général du report de congé payé, hein, légalement, normalement. Moi, en tant que collaborateur, je n'ai pas posé l'ensemble de mes congés sur un exercice. Eh bien, à la fin de la période de prise, ils sont perdus. Perdus non rémunérés.
Il y a dans certaines conditions, on peut les conserver, etc. Ça dépend un petit peu des entreprises qui veulent conserver des congés qui pourraient être échus. Mais en tout cas, si l'employé n'a pas pu poser volontairement, en tout cas, ses congés alors que l'employeur lui avait donné la possibilité, ils sont perdus. C'est pas très cool. Et la nouveauté de 2024, avec cette loi qui est entrée en vigueur le 24 avril, c'est de conditionner un report de congés payés en cas d'arrêt maladie. À l'intérieur de ce report, on va du coup avoir un principe général qui est un report de 15 mois des congés qui n'auraient pas pu être pris. Au terme de ce délai de 15 mois, là je parle des conditions un petit peu générales, le principe général du report. Au terme de ce délai de 15 mois, les congés expirent définitivement. On est toujours dans le cadre légal. Ces 15 mois légal, ça peut bien évidemment être augmenté. Un accord collectif, un accord de branche peut finalement fixer un délai de report plus important que les 15 mois. Le 15 mois, c'est le délai minimum. Et du coup, c'est à la date de l'information normalement de l'employeur que ce délai de 15 mois va commencer. Normalement, parce qu'il y a des cas de figure différents et le report va commencer à une date différente et n'aura pas forcément besoin de l'information de l'employeur. On va rentrer dans le détail. Justement, le premier exemple qu'on voulait vous présenter, c'était le cas des congés payés qui n'ont pas été pris parce que le collaborateur, bam, part en arrêt de travail. Il avait acquis des congés et malheureusement pour lui, il part en arrêt de travail. Que se passe-t-il de ces congés payés qu'il avait acquis au titre de tout simplement son travail? Eh bien, on nous indique qu'en cas d'impossibilité d'un salarié pour poser du coup ces congés qu'il avait acquis avant, il va bénéficier d'une période de report pour les prendre. Ce délai de report, donc de 15 mois, le légal, va démarrer à partir du moment où le collaborateur va revenir dans l'entreprise et qu'il aura eu l'information par l'employeur sur ses droits. Donc, je rappelle le nombre de congés payés qui lui reste à poser et la date limite pour les poser. Alors, on précise, pour nous en tout cas, ce qu'on appelle impossibilité, pour entrer peut-être un peu plus dans le détail de ce terme qui est soumis des fois à interprétation. Nous, on a vu 3 cas d'impossibilité. La première impossibilité pour un salarié pour poser justement ses congés acquis avant l'arrêt, ce serait que le salarié, tout simplement, il est absent toute la période de prise des congés payés. Il ne peut pas les poser parce qu'il est absent sur toute la durée. Ça, il est dans l'impossibilité de les poser, report. Le salarié qui revient, mais qui dispose d'un délai trop court pour poser les CP restants avant la fin de la période de prise, pareil, il est dans l'impossibilité de poser ses congés restants, du coup, il y a report. Et enfin, tout simplement, le salarié qui est malheureusement en arrêt maladie, en arrêt de travail, avant la fin de la période de prise et qui disposait de congés payés restants. Pareil, dans ce cas de figure-là, il y aura report, alors sur 15 mois minimum en tout cas, il y aura report des congés payés qui n'avaient pas pu être pris à cause de cet arrêt. Deuxième cas de figure, on a généralisé un petit peu l'exemple en indiquant il se passe quoi des congés payés acquis pendant l'arrêt maladie. Et là, on résume un petit peu, mais sur un arrêt maladie de moins d'1 an. Si le collaborateur est absent pour arrêt maladie sur un moins d'1 an, lorsqu'il va reprendre le travail, on a déterminé deux cas de figure. Le premier cas de figure, tout simplement, il revient et il a encore la possibilité de prendre ses congés parce qu'il revient avant la fin de la période de prise des CP. Il avait dans sa bannette encore des CP restants. Si la prise est possible, l'employé pose ses congés. Si par contre on est dans un cas d'impossibilité de pose de congé, dans ce cas-là, il y aura report de ses congés. Si à l'inverse, le collaborateur reprend le travail, donc toujours dans un délai, on va dire, de moins d'1 an, il reprend le travail, mais par contre il revient après l'expiration de la période de prise des CP, dans ce cas-là, c'est report de ses congés payés acquis durant cet arrêt. Voilà un petit peu. Donc en fait, on revient à un report assez similaire de ce qui pourrait se passer avec les congés payés acquis avant un arrêt maladie. Et le troisième cas de figure, bah oui, parce que ce serait trop simple d'avoir que 2 cas de figure avec des arrêts de moins d'1 an. Donc on nous précise qu'il y a également une particularité sur les arrêts maladie de plus d'1 an, donc qui couvrent l'ensemble d'une période de prise de congé. Donc on vous résume un petit peu le principe général, c'est-à-dire qu'un salarié qui est en arrêt de travail toute la période d'acquisition de congé, eh bien lui, il va avoir un délai de report de 15 mois qui va être fixé à la fin de cette période. C'est-à-dire que j'ai une période d'acquisition, moi, de congé du 1er juin au 31 mai. Je suis absent sur l'ensemble de cette durée-là. Eh bien, au 1er juin, donc si on est absent du 1er juin, du 1er mai 2023 du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, eh bien, mon report va débuter au 1er juin 2024.
Voilà comment c'est censé fonctionner. Donc là, on se base plus sur la date d'information de l'employeur à l'employé. Et à l'intérieur de ça, on va distinguer le salarié qui est encore en arrêt à la fin de la période de report, il se passe quoi pour lui, et si également le salarié reprend à l'intérieur de cette période de report, que se passe-t-il pour lui? Pour un salarié qui est encore en arrêt à la fin de la période de report, et bien du coup, les congés payés, donc à la fin de la période de report des 15 mois, s'il est toujours en arrêt après les 15 mois, les congés payés sont perdus, les congés payés qui concernaient le report. Et si par contre le salarié reprend le travail alors que la période de report est toujours en cours, et bien lui, il va avoir un report de 15 mois qui commence au 1er juin, mais par contre, il va avoir, lors de sa reprise, une suspension de ce report qui va permettre notamment à l'employeur de l'informer sur ses droits à congé. Et derrière, le report, le restant finalement du report va reprendre ses droits. On a matérialisé tout ça sur un petit schéma, exemple, où en fait ici, on est sur une période d'acquisition et une période de CP, hein, c'est ce qu'on a nous chez Kelio, donc c'est un cas qu'on connaît bien. C'est l'acquisition et la prise de CP, elles sont toutes les deux basées du 1er juin au 31 mai. Donc j'ai une acquisition sur l'année N de 1er juin au 31 mai, et ma période de prise, ce sera l'année N+1, mais du coup, c'est toujours sur la même période du 1er juin au 31 mai. Dans notre exemple, on a un salarié qui est en arrêt maladie au 1er janvier 2024. Et il est en arrêt maladie pendant 3 ans. C'est pas de bol. Mais du coup, il se passe quoi? Eh bien, du coup, au 1er juin 2024, donc le salarié acquiert des congés sur l'exercice 2024. Au 1er juin 2024, il y a une première période d'acquisition qui démarre du 1er juin au 31 mai 2025. Au 1er juin 2025, le collaborateur est toujours absent. Malgré tout, le report commence de cette première période d'acquisition. Ce report commence au 1er juin 2025 pour 15 mois. À la fin de ces 15 mois, soit le 1er septembre 2026, le collaborateur est toujours absent. Donc, ces congés qui étaient inclus dans ce report de 15 mois, ce premier report, sont perdus. Il y a suppression de ces congés payés. En parallèle, le collaborateur sur l'exercice qui dure du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 a également une période d'acquisition de congés qui se termine au 1er juin 2026. Au 1er juin 2026, il y a donc un report des congés payés de la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Ce report commence à courir au 1er juin et le collaborateur revient le 2 janvier. Au 2 janvier, il y a donc suspension de ce deuxième report qui était un petit peu en parallèle. Suspension de ce report. Le collaborateur reçoit les informations de son employeur concernant le nombre de jours à poser, jusqu'à quand il peut les poser. Lorsqu'il reçoit cette information, le report reprend ses droits sur la durée restante finalement du report. Si le collaborateur, dans cette durée restante, n'a pas posé ses congés payés issus du report, ils seront perdus au 1er octobre 2027. Voilà un petit peu comment on peut s'agencer finalement les différents reports d'années successives si jamais le collaborateur est justement, lui, en arrêt sur plusieurs années. Donc, vous pouvez voir la complexité de la chose en sachant qu'on va avoir des reports, on va avoir superposition, chevauchement de reports d'une année à l'autre, en tout cas au moins pendant 3 mois. Voilà un petit peu pour ce cas de figure-là. Vous voyez que le report, c'est pas simple. Nous, en tant qu'éditeur, c'est vraiment quelque chose qui nous pose question. Autant l'acquisition, on l'a vu, ça peut être de la comparaison. C'est une acquisition que je compare à une autre, que je compare à une autre. Donc, si on arrive à calculer des 3 acquisitions séparément, on pourra faire de la comparaison. Donc, c'est pas vraiment, nous, en tant qu'éditeur, ce qui nous questionne le plus. Ce qui nous questionne beaucoup, c'est ce report, en effet, qui est sorti un petit peu du chapeau comme ça sur un report de 15 mois qui correspond pas vraiment à un exercice finalement d'un an, etc. Donc voilà, on vous donne un peu nos ressentis d'éditeurs. C'est vrai que ce report est pas forcément très facile à gérer dans les logiciels. Complexe, effectivement, et pas facile, et en voie de stabilisation, je dirais, parce qu'on a eu effectivement quelques précisions d'éditeurs de documentation, enfin notamment aussi de la Direction générale du travail. Mais parfois, effectivement, ces règles donnent lieu, compte tenu de leur imprécision, un peu à interprétation. Donc, on vous livre ici les premières interprétations de cette réglementation. Il est possible que ça continue à évoluer avec la jurisprudence qui prendra position sur ce sujet. Donc, c'est pas encore, on peut considérer ça comme pas encore pleinement stabilisé dans la mesure où c'est une toute nouvelle réglementation avec beaucoup de cas différents à gérer en fait. Et nous, en tant qu'éditeur, on va proposer forcément une première réponse aussi à ces lois-là, mais on est également dans l'attente d'autres jurisprudences, en effet, pour préciser certains cas de figure
qui pourrait pour le moment être dans la loi assez flou. Voilà, on propose une première réponse. Ensuite, il faudra bien évidemment déjà au client d'adapter la loi en fonction de son organisation d'entreprise, mais on est en effet aussi en attente de certaines décisions qui pourraient être amenées à être prises suite à la mise en place de toutes ces choses, tous ces mécanismes dans les entreprises qui sont pas faciles à mettre en place. Et du coup, certainement qu'il y aura peut-être des ajustements à faire dans un futur assez proche. Alors, on va maintenant ajouter, si ça suffisait pas, une petite dose de complexité avec les notions de rétroactivité et de forclusion des droits. Le premier point qu'on va voir, donc, c'est la question de la rétroactivité des droits. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de rétroactivité? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est une affaire qui remonte de longue date. Le droit français aurait dû se mettre en conformité depuis un long moment, et donc finalement, il a été prévu en fait une application rétroactive de ces droits depuis le 1er décembre 2009. Donc on remonte jusqu'à 15 ans en arrière pour gérer des situations au titre de l'application de cette loi. Donc on va voir tout d'abord la rétroactivité des droits en ce qui concerne l'acquisition. Il faut distinguer dans ce cas de figure les CP qui sont acquis au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et les CP acquis au titre d'un arrêt maladie. En ce qui concerne les CP acquis au titre d'un arrêt de travail et maladie, on l'a vu, hein, l'évolution, c'était que on faisait sauter la limite de 1 an pour l'acquisition des droits à congés payés à compter de la nouvelle loi d'avril 2024. Par contre, précision importante, ça ne s'applique pas de manière rétroactive. Donc, les arrêts de travail, un arrêt de travail pour accident de travail qui aurait eu lieu de plus d'1 an en 2012, par exemple, ne donnera pas de droits supplémentaires aux salariés de manière rétroactive. Deuxième point, donc les CP acquis au titre d'un arrêt maladie. Là, comme je le disais, effectivement, il y a bien une notion de rétroactivité puisqu'elle va s'appliquer à toutes les situations depuis le 1er décembre 2009. Alors, on va préciser dans quelles conditions après, mais déjà retenez cette date importante. Donc, on peut aller jusqu'à remonter jusqu'à des situations antérieures de 15 ans. Avec une limite, toutefois, c'est que le salarié ne pourra prétendre en tout état de cause qu'au maximum à 24 jours récupérables maximum. On revient toujours à cette fameuse notion des 4 semaines définies de repos annuel définies par la directive. Et là, en fait, cette limite de 24 jours, il va falloir l'apprécier en tenant compte à la fois des périodes travaillées et non travaillées. Donc, ça veut dire que si un salarié en 2012, par exemple, avait déjà acquis 26 jours de congé rien qu'au titre des périodes travaillées, eh bien, la loi ne lui apportera, le salarié ne pourra pas revendiquer des droits supplémentaires pour, même s'il a eu des périodes de maladie, puisqu'il avait déjà dépassé la limite de 24 jours. Si par exemple, il avait acquis au titre des périodes travaillées 22 jours uniquement, il lui restera seulement 2 jours à récupérer, quand bien même il y aurait eu 3 ou 4 mois d'arrêt maladie, il ne pourra récupérer que 2 jours en plus pour respecter cette fameuse limite des 4 jours récupérables. Alors, la rétroactivité donc sur l'acquisition, mais aussi la rétroactivité des droits sur la notion de report. Là encore, il faut faire une distinction entre deux situations. La situation des congés qui avaient été acquis pendant les périodes travaillées et qui n'avaient pas pu être pris en raison d'un arrêt de travail. C'est ce que vous avez exposé, Robinson, tout à l'heure. Là, il n'y a pas en matière de rétroactivité, ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent, c'est-à-dire dans quel cas je peux y prétendre, hein, notamment si finalement le fait qu'il y ait eu un arrêt de travail en cours de période de référence de prise, que le salarié avait la possibilité de les prendre et qu'il ne les a pas, enfin, qu'il avait la possibilité de les prendre et qu'il ne les a pas pris, tant pis, c'est perdu en fait, parce que il avait la possibilité de les prendre jusqu'à la période d'échéance. Pareil sur les conditions de 15 mois. Cette notion de 15 mois va aussi s'appliquer. Donc, dans les différents cas vus avec Robinson, c'est-à-dire extinction des droits si vraiment on est sur un arrêt de très longue durée, parce qu'on a dépassé, y compris la limite de délai de report de 15 mois, ou bien si on n'a pas dépassé cette limite de 15 mois, là, il peut y avoir une obligation de l'employeur d'informer les salariés maintenant
en faisant le point sur les situations et en disant voilà, en 2014 vous aviez acquis des droits et vous pouvez donc on vous tient informé et donc c'est à partir de ce moment-là que les délais de report va commencer. Donc pas simple, hein, ces situations à gérer. Et deuxième cas de figure, c'est la nouvelle situation, je dirais, c'est les congés qui ont été acquis au titre d'un arrêt maladie, cette fois-ci en vertu de la nouvelle loi. Là, la situation est particulière puisque bien évidemment, comme la loi n'existait pas antérieurement, les salariés ne pouvaient pas savoir qu'ils avaient acquis des droits. Et donc, ça induit en fait une règle particulière avec deux situations. D'une part, enfin, la particularité notamment dans ce domaine-là, c'est qu'on ne pourra pas opposer aux salariés, même si c'est un arrêt par exemple de 3 mois et qu'il lui restait un délai pour prendre ses congés parce que la période de référence n'était pas, la période de prise n'était pas achevée, comme le salarié n'avait pas la connaissance de ses droits, il ne pouvait pas les prendre pendant cette période de prise et donc il n'y a pas il n'y a pas de remise en cause de ces droits à ce titre-là, en fait. Donc, deux situations résultant de ce cas de figure. On va retrouver la notion d'arrêt de travail qui couvre pas une période annuelle d'acquisition, donc une année complète, plus les 15 mois de report, comme ça avait été expliqué par Robinson. Dans ce cas, le salarié pourra réclamer les droits acquis au titre de cet arrêt de travail et il faudra donc tenir compte du délai de report qui ne commencera à courir qu'à compter de l'information obligatoire à effectuer par l'employeur pour effectuer cela, en fait. Deuxième cas, l'arrêt de travail, cette fois-ci, couvre la totalité de la période annuelle d'acquisition, plus les 15 mois de délai de report. Dans ce cas-là, même si le salarié n'avait pas connaissance de ses droits, vu que la loi n'existait pas, il y a quand même extinction des droits, puisque là, on a dépassé le délai maximum autorisé par la loi. Donc voilà, vraiment, il faut faire une appréciation au cas par cas, à la fois en fonction de la durée de l'arrêt, à la fois en fonction aussi de savoir si il s'agit de congés acquis au titre de période travaillée ou de congés acquis au titre d'un arrêt maladie en vertu de la nouvelle loi. Il y a plein de cas de figure à prendre en compte, effectivement, qui font que cette situation de gestion du report, à la fois pour les situations qui se présentent à compter de la nouvelle loi et pour la rétroactivité, font que on est quand même sur un domaine assez compliqué à gérer. On va maintenant voir alors une façon de modérer l'effet rétroactif de cette loi. C'est ce qu'on appelle la forclusion des droits. Alors la forclusion, c'est un domaine c'est un vocabulaire juridique qui signifie en gros l'extinction des droits, la perte des droits pour le salarié. Effectivement, pour limiter l'incertitude juridique pour les entreprises liée à ce fait que les salariés peuvent réclamer des droits sur plus de 15 ans antérieurs, il y a quand même des garanties qui ont été mises en place. Là encore, avec une distinction de traitement entre les salariés qui sont encore en poste et puis ceux qui sont partis. Les salariés qui sont encore en poste, le législateur a prévu un délai d'extinction des droits de 2 ans à compter de la publication de la loi, donc jusqu'en avril 2026, pour que le salarié engage une action, fasse une réclamation auprès de son employeur pour réclamer des congés qui auraient été acquis et non pris en raison d'un arrêt de travail depuis cette fameuse date du 1er décembre 2009. Donc, on l'a vu, plusieurs situations, soit le salarié n'a carrément pas les droits pour réclamer cette situation parce que il avait la possibilité de les prendre, ou bien parce que l'arrêt était de trop longue durée pour qu'il y ait eu extinction des droits. Mais en tout état de cause, à supposer que le salarié ait les droits, puisse revendiquer ses droits, eh bien, au-delà de avril 2026, ce ne sera plus possible pour lui de réclamer l'application de ses droits. Deuxième situation, salarié parti. Alors là, il n'y a pas eu de règles particulières énoncées par le législateur. Donc, ce qu'on a tiré comme conclusion pour l'instant, la doctrine juridique, c'est que la loi ne va pas modifier les règles de droit commun. On va appliquer ce qu'on appelle la prescription triennale en matière de paiement des salaires. Donc, 3 ans maximum de recul par rapport à l'entrée en vigueur de la loi. Donc, on va remonter jusqu'aux situations maximum de avril 2021. 3 ans avant la loi d'avril 2024.
Donc dans ce domaine-là, voilà, les situations antérieures à avril 2021 ne pourront pas être réclamées par les salariés qui sont partis. Et bien sûr, comme il s'agit de salariés partis, à la différence des salariés encore en poste, ils vont récupérer les droits non pas sous forme de jours de CP à prendre, puisque par définition, ils ne sont plus dans l'entreprise, donc ils ne peuvent plus les prendre, mais ce sera versé sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés. Et c'est 3 ans glissants. Tout à fait. C'est 3 années glissantes. Donc, si le collaborateur qui est parti depuis 1 an se réveille à ce moment-là et demande, en tout cas, fait valoir ses droits en termes d'indemnité compensatrice par rapport à la prescription triennale, et ben, il n'aura plus que 2 ans de possiblement réclamables d'indemnité sur ses congés payés. C'est 3 ans glissants à partir de la publication de la loi qui est entrée en vigueur le 24 avril 2024. Voilà, ça c'était donc les règles concernant la rétroactivité et la forclusion des droits. Voilà, donc on a un peu brossé le panel de nouveaux concepts qui sont arrivés avec cette nouvelle loi. Par rapport à tout ça, donc on répondra, on va un peu indiquer nos précaux et puis en effet, on voit certaines questions. Est-ce que le SIRH doit distinguer les CP pour maladies non professionnelles et les autres CP? C'est toujours mieux d'avoir le détail de l'acquisition. Par exemple, j'ai 23 jours en acquisition finale, j'ai 23 jours. Ça m'intéresse peut-être moi en tant qu'employeur, à minima pour expliquer à mon collaborateur qu'il a 20 jours de congés payés dans le cadre des jours travaillés, son acquisition classique, et puis il en a eu 3 grâce à ses arrêts maladie. C'est effectivement des choses qui sont envisageables dans les logiciels SIRH, qui sont même peut-être des fois souhaitables par les clients. De toute façon, ça tombe de toute manière dans l'acquisition finale du collaborateur. Donc, peut-être que le collaborateur est moins intéressé par ça, mais un employeur sera en effet intéressé pour avoir ce détail, notamment. Il y a quelques questions. Les 4 semaines d'absence appréciées par période continue ou pas, avec la règle d'équivalence, évidemment, on est bien à la période on est à la semaine. Donc, en effet, on fait des cumuls comme ça de semaines d'absence. De toute façon, on essaie de regarder un peu. Oui. Il y a des questions auxquelles on a répondu déjà. Donc, on a toujours en effet le comparatif légal conventionnel, ça se fait bien par période de référence. Oui, la période de référence qui peut être, alors pour l'instant, on commence à avoir des précisions. C'est soit la période de référence d'acquisition, d'acquisition des congés, ou bien ça peut être aussi en fonction de la durée. Après, la comparaison se fait en fonction de la durée de l'arrêt total de l'arrêt, même si ça dépasse la période de référence. Là-dessus, il y a encore, je dirais que tout dépend certainement des dispositions conventionnelles, comment on interprète les droits en matière de conventionnelle pour définir le cadre de référence pour faire cette comparaison. Donc, pas simple. En effet, oui. Et du coup, on voit bien qu'il y a une véritable interrogation finalement entre cette obligation de comparatif légal, conventionnel, sur quelle période on se base. Nous, en tout cas, a priori, avec notre compréhension, toujours, on se base sur la période de référence pour tout ça. On va essayer de refaire des questions juste par rapport à nos préconisations. Nous, on a déterminé un petit peu 2 cas de figure, c'est-à-dire on va vous faire des préconisations sur un salarié qui est encore présent dans l'entreprise. D'une manière générale, si vous êtes RH, anticipez, présentez un petit peu en tout cas ce que vous voulez mettre en place dans votre entreprise au niveau du CSE des organisations syndicales. Juste pour faire un petit rappel des dispositions légales, vous avez vu, il n'y a rien de très facile là-dedans. Les difficultés d'application, on peut être assez transparent là-dessus pour des salariés qui sont encore présents dans les effectifs. Nous, on vous conseille les logiciels de SIRH notamment, enfin voilà, on va parler avec Kelio, mais on peut réaliser des audits, des éditions, des exports qui vont nous permettre d'avoir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé pour essayer de déterminer finalement le volume de collaborateurs qui pourraient déjà être concernés par des rappels de CP. Là, on est dans le cas où le salarié est encore présent, donc lui, c'est bien des jours de congés payés qu'il faudra lui rendre. Mais du coup, réaliser déjà des audits, histoire de voir un petit peu la volumétrie de collaborateurs concernés. On est quand même un petit peu dans l'optique où on vous conseille d'attendre malgré tout les retours des collaborateurs, en sachant qu'il y a un délai de forclusion de 2 ans qui court. Donc, on se met à la place un peu d'un employeur. Peut-être ne soyez pas trop quand même proactif envers vos collaborateurs et attendez peut-être de gérer ça au cas par cas.
Et puis tout simplement, alors forcément, l'idéal avec, on a un exercice qui va bientôt commencer, en tout cas ceux qui sont sur un exercice qui commence au 1er juin. Pourquoi pas appliquer ces règles au 1er juin? L'idéal aurait été, on va dire, sur un effet un peu rétroactif, d'appliquer ça dès le 1er juin 2023 pour repartir sur un exercice 2024 propre. On sait que ça peut être compliqué à mettre en place dans des solutions de gestion des temps, notamment des solutions SIRH, tout simplement, parce que si vous mettez cette nouvelle règle-là rétroactivement dans le passé, il va falloir que vous lanciez des recalculs, des choses comme ça, et ces recalculs-là sont souvent impactants, très impactants dans les logiciels, parce qu'on va vous recalculer pas que les congés payés, on vous recalculera plein d'autres résultats liés à la gestion de la présence, à la gestion des temps. Et du coup, ça pourrait faire pas mal de changements. Donc là-dessus, soyez assez vigilants. L'idéal, en tout cas, si vous voulez pas trop de changements dans votre logiciel de GT ou de SIRH, c'est plutôt de l'appliquer au 1er juin. Si jamais vous voulez une rétroactivité, voilà. En tout cas, nous, on conseille maximum au 1er juin 2023. Sinon, ça risque d'être compliqué sur les modifications que cela va entraîner dans vos logiciels. Ça, c'était le cas pour les salariés encore présents. Pour un salarié sorti, pareil. Nous, ce qu'on conseille, c'est un petit peu d'attendre. C'est-à-dire, pareil, de jouer la montre, laisser le délai de prescription, la prescription triennale courir un petit peu, attendre justement que les collaborateurs sortis fassent des retours, reviennent vers vous. Toujours pareil, traiter au cas par cas. Il y a des fois, c'est même plus simple de se prendre un petit Excel, de voir ça sur papier, de visualiser les périodes d'absence, d'arrêt, etc. Donc, vraiment traiter au cas par cas ces demandes-là. Et puis, du coup, en cas de contentieux, donc on est toujours pareil, essayer de faire courir cette prescription triennale et appliquer tout simplement ces mesures limitatives, donc ce plafond de 24 jours, etc. Et puis essayer en tout cas on va dire au maximum, pas de faire traîner les choses, c'est pas vraiment dans votre intérêt, mais en tout cas de ne pas être trop proactif parce qu'il y a des impacts importants au niveau des jurisprudences qui ont été décidées le 13 septembre 2023 de mémoire. C'est quand même des indemnités compensatrices assez hautes, hein, entre 3 000, 3 500 euros de mémoire. Donc, ça dépend forcément de la taille de votre entreprise, mais ça peut être quand même un impact financier très fort sur les finances de certaines entreprises, notamment les TPME, les PME. Donc voilà, faut aussi limiter cet impact-là. Le législateur a prévu certaines choses pour essayer de limiter tout ça. Mais forcément, on est plutôt dans le conseil à vous dire, vous, c'est la santé financière qui est importante si vous voulez conserver votre entreprise. Donc voilà. Et puis en termes de paye, il y a de la complexité aussi pour le traitement de ces indemnités compensatrices, puisqu'il faut les rattacher à la dernière période d'emploi. Ce qui fait qu'on peut faire des régularisations avec les taux, par exemple, de cotisation d'années antérieures et déclarer tout ça dans le cadre de blocs de régularisation de la DSN, donc avec une certaine complexité technique de calcul de paye et déclarative en DSN. Donc en effet, juste pour rebasculer rapidement avant de finir, je vois qu'on a dépassé un petit peu. On a expliqué le coût des congés qui avaient été acquis et restants avant l'arrêt maladie. Donc à la reprise du collaborateur de son travail, il y aura un report de 15 mois qui s'appliquera à partir de la note informative de l'employeur. Après, je regarde s'il y avait d'autres choses qu'on n'a pas trop évoquées, notamment. En effet, l'idéal, c'est d'avoir aussi, il y a des questions un peu plus techniques. L'idéal étant d'avoir des compteurs, en effet, un peu typés. Tiens, un compteur qui va venir me comptabiliser, pourquoi pas, les jours d'arrêt maladie, les compteurs qui vont me permettre de comptabiliser les jours travaillés notamment, de faire des différences là-dessus. C'est notamment l'objet, quand je vous parlais, de vous conseiller de faire un audit. Lors de cet audit-là, ce qui est intéressant sur les situations passées, c'est de sortir pour chaque collaborateur le nombre, par exemple, d'arrêts de travail ou de maladies qui auraient pu être réalisés par ce collaborateur-là, mettre en parallèle son acquisition de congés, voir dans ce cas-là quand est-ce qu'il y a eu réduction par rapport à une acquisition classique de congés payés, comme ça pour essayer de déterminer justement si vous avez un travail à faire vous pour justement lui redonner des congés payés ou pas, ou en tout cas identifier les collaborateurs qui pourraient être concernés. On a une question là d'une personne qui nous dit: cela veut dire qu'un collaborateur en prévoyance, donc qui n'est plus rémunéré par l'entreprise, il peut récupérer des congés payés dans ce cas. En fait, ça n'a pas de rapport, je dirais, hein, peu importe qu'il soit pris en charge ou pas par le régime de prévoyance. S'il est en arrêt maladie, il acquiert des congés à ce titre-là, peu importe qu'il soit pris en charge par le régime de prévoyance ou pas, en fait.
Et donc après, comparer par contre avec les dispositions conventionnelles, mais le fait d'être pris en charge par un régime de prévoyance n'interfère pas avec l'acquisition de droits à congés payés. Voilà, il y a énormément de questions. On sait que c'est un sujet Oui. assez chaud ces derniers temps. On n'aura forcément pas le temps de traiter toutes les questions. On essaie de regarder. C'est des questions auxquelles on Oui, on n'avait nous peut-être demande, pas répondu. alors oui, effectivement, est-ce que sur un 2, 3 pays, la nouvelle loi va être appliquée lorsque nous saisissons un arrêt de maladie? Alors, la nouvelle loi, l'automatisme de calcul va être mis en place dès le 1er juin 2024, donc avec un calcul qui prendra en charge en automatique l'acquisition de congés payés en cas de maladie. Et dans Kelio, du coup, je fais le parallèle avec un droit paye. Dans Kelio, on a également une version corrective qui va sortir et qui va prendre en compte justement cette acquisition en cas de congé, cette acquisition de congés payés en cas d'arrêt maladie. Donc pareil, pour répondre au plus vite finalement à cette nouvelle loi qui a été rapidement validée, votée et publiée au journal officiel, alors que finalement les prémices étaient depuis 2003. Donc on est un petit peu comme vous aussi, hein, les éditeurs, on est un peu comme les professionnels RH tout simplement, a été un peu pris au dépourvu et du coup il faut une réponse assez rapide, notamment en termes d'acquisition. Pour répondre à cela, vous avez vu aussi la complexité des reports. Donc, il y a certaines choses qui se font aussi par étapes. Mais voilà, en tout cas, pour une réponse immédiate, en effet, le côté calcul de l'acquisition va arriver très prochainement sur les produits Kelio. Donc, que ce soit Kelio, le logiciel, ou 1, 2, 3 Paye Tout à fait. en tant que logiciel de paye. Voilà ce qu'on pouvait vous dire là-dessus. C'est vrai qu'il y a énormément de questions. On va pas avoir le temps de tout traiter. Oui, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, qui étaient en rapport avec ce qu'on a développé ensuite. Oui. Donc, effectivement, il y a eu pas mal de réponses. Si on trouve des questions, effectivement, auxquelles on n'aurait pas répondu et pour lesquelles on a une réponse à vous fournir, on vous répondra en message privé pour vous tenir informé. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On est un peu comme vous. On est aussi un petit peu dans l'expectative de voir comment le futur assez proche va se passer avec ce qu'on pourra mettre à disposition de nos clients, avec aussi les différentes peut-être décisions de justice, jurisprudence qui pourraient avoir lieu on va dire dans les mois à venir en cas de contentieux. Mais voilà, en tout cas, voilà ce qu'on avait à vous dire pour brosser un portrait le plus global possible de ces impacts, les impacts de cette nouvelle loi. On espère que vous avez pu aussi vous projeter, apprendre d'autres choses un peu complémentaires aux autres webinaires, comme c'est le sujet chaud. Voilà, il y a d'autres webinaires aussi qui sont assez complémentaires. On a essayé d'apporter aussi des choses un peu nouvelles sur des points d'attention qui nous avaient pas forcément été proposés avant. Donc voilà, merci de votre présence, merci de votre disponibilité pour aujourd'hui. Et puis, on vous souhaite une belle journée. Bon courage également pour gérer tout ça au sein de vos entreprises. C'est pas forcément facile. On essaie de vous accompagner. Voilà, on essaye au maximum de vous accompagner en proposant des solutions qui vous permettent voilà, d'avoir de la visu et de répondre à certaines interrogations. Donc voilà, bonne journée à vous. Bonne journée. Et puis, on se dit à la prochaine pour un autre webinar. Au revoir. Au revoir.